Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Je vais régler l'autofocus autofocant pour que la mise au point se fasse bien. Regardez mes trois petits singes de la sagesse et moi-même qui sommes très heureux de vous recevoir dans ce nouveau JT du grenier sans montage, sans trucage, en une seule prise normalement. Regardez, ils ont un petit cadeau pour vous. Il y a quelque chose qui est caché derrière eux et vous ne voyez pas ce que c'est, mais c'est un ouvrage dont nous allons parler. Un petit livre qui, j'espère, ornera le pied de vos sapins de Noël. Parce qu'évidemment, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Vous connaissez, je pense, à peu près tous cette phrase. Sa portée est absolument immense. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Et donc, on pourrait même rajouter que contrôler la propriété, c'est contrôler les hommes. Alors, je vous propose de faire un voyage avec moi, un voyage dans la pensée, un voyage dans nos institutions, un voyage dans notre histoire, un voyage fondamental et essentiel pour comprendre le danger de cette phrase et de tout ce qu'elle implique. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Le danger de tout ce qu'implique un certain nombre d'idées aujourd'hui qui sont mises en résonance pour se servir les unes les autres au profit d'un projet de suppression de la propriété et qui est évidemment un projet éminemment totalitaire, un projet extrêmement dangereux. Et regardez cette image que j'ai choisie pour illustrer ces propos, c'est évidemment le diable, le mal absolu qui se cache sous des atours qui peuvent sembler séduisants. Au nom de sauver la planète et le climat, on peut penser qu'effectivement la location de tout est beaucoup mieux, y compris même la location de votre slip ou de votre culot, sauf que la propriété libère. Et dans un monde comme ça, celui qui contrôle la propriété est celui qui contrôle les hommes. Et je vous emmène vraiment dans ce voyage que je suis très heureux de faire avec vous sur l'organisation de notre société telle qu'elle avait été pensée et telle que la manière dont elle avait été pensée est mise complètement en danger et même remise complètement en cause. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Cette phrase, c'est Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est l'homme des hommes de Davos. C'est le président du WEF, le World Economic Forum, plus connu sous Davos. Voilà, Davos, cette grande ville, cette grande station suisse dans laquelle se réunissent tous les plus grands décideurs du monde chaque année et où on décline, après, chacun dans leur pays respectif, ils viennent décliner les idéologies et les idées. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais là, on a un homme assis sur des tas de dollars et puis, bien évidemment, une allégorie aux populations qui se prosternent devant celui qui détient la propriété et qui essaye de réclamer quelques miettes. Et on va commencer par définir quelques notions fondamentales et essentielles. Et ce que je vais faire là est très important parce que bien souvent, on ne connaît tout simplement même pas ces notions de base. On croit les connaître, ce qui est encore plus dangereux. On croit les connaître, en réalité, on ne les connaît pas. Alors le capitalisme, c'est quoi? C'est une organisation sociale caractérisée par la propriété privée des biens et des moyens de production. Les amis, rien de plus, rien de moins. Je répète, ce n'est pas les profits, les dividendes, la bourse, les multimilliardaires, les multinationales. Non, le capitalisme n'est rien de tout ça. Il peut être cela, il peut devenir cela, mais la définition de base, c'est l'organisation sociale caractérisée par uniquement la propriété privée des biens et des moyens de production. Cette entreprise est la mienne. Ce four pour faire du pain est le mien, cette terre agricole est la mienne, cette maison est la mienne, cette voiture m'appartient et si tu me la prends, tu me la voles. Le capitalisme, c'est juste la propriété privée des biens et des moyens de production. Alors, ce capitalisme en miroir, il a son opposé qui est évidemment le communisme. Et c'est quoi le communisme? C'est pas tout est à tout le monde, ou un truc qui serait plus juste, ou un truc qui serait moins juste, même si dans les faits c'est un truc qui est devenu totalitaire, mais
le communisme en miroir au capitalisme. C'est juste l'inverse. Vous savez ce que disait Coluche, hein, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le communisme c'est son contraire. Je reprends, Coluche, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le communisme c'est son contraire dans l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est juste absolument génial et truculent comme formule, pleine d'humour et tellement juste. L'organisation politique et sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Dans le capitalisme, on a le respect de la propriété privée qui est le principe de base. Dans le communisme, on a l'inverse. La propriété privée n'existe pas, la propriété est toujours collective. Quand Klaus Schwab vous dit « vous ne posséderez plus rien et pourtant vous serez heureux », de quel monde vous parle-t-il? De quel monde vous parle-t-il? Et c'est très intéressant d'essayer d'aller plus loin et je vais vous parler de notre texte fondateur par excellence. Vous savez, quand on parle les valeurs de la République, il faut défendre les valeurs de la République. La République, le cœur sur la main, la République française, répétez avec moi, la République. D'accord? Vous entendez ça, hein, cette petite musique, les valeurs de la République par-ci, la République par-là, etc. Je le fais de manière outrancière, un petit peu provocante, exprès pour stimuler la réflexion de tous et l'attention de chacun. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, vous pouvez aller la chercher sur le site de l'Elysée.fr, a priori site autorisé n'étant pas complotiste, ou sur le site du Conseil constitutionnel, qui pareil est un site purement et totalement et intégralement et objectivement officiel. C'est la plus haute instance juridique de notre nation, de notre République, qui est gardienne des valeurs fondamentales et essentielles de la République. Et donc, nous convoquons le premier texte, qui est celui sur lequel se base tout en France depuis la Révolution française 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Alors, tout le monde connaît à peu près l'article 1, je dis bien à peu près, parce qu'ils n'en comprennent pas forcément bien la portée ou les subtilités, et puis ça s'arrête à peu près là. Donc l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, d'accord? Donc on ne confond pas inégalité et injustice, ça n'a strictement rien à voir. Or, on confond systématiquement inégalité avec la notion d'injustice. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales, comprenez par là les inégalités, sont prévues dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a évidemment des inégalités majeures. Simplement, ces inégalités, pour ne pas être injustes, doivent être basées, les distinctions sociales. Je suis plus que toi dans la République, je suis plus que toi, mais c'est basé sur l'utilité commune. Je suis plus que toi parce que, par exemple, je suis policier ou gendarme, et donc ma parole vaut plus que celle d'un citoyen. Eh oui, hein, vous le savez tous, où je suis un préfet et donc j'ai des droits supplémentaires par rapport à vous, ou des passe-droits comme vous voulez, où je suis président de la République et le président de la République ou un certain nombre de ministres par exemple ne rendent pas de compte devant la même justice que nous, mais devant la Cour de justice de la République, d'accord? Donc ils n'ont pas le même cycle de justiciable que le commun des mortels, que le reste des citoyens, pourtant libres et égaux, mais uniquement en droit, et même pas tant que ça en droit, puisque vous voyez qu'il y a un droit différent entre notre justice à nous et puis la Cour de justice européenne pour les grands mamamouchis qui nous dirigent, par exemple. Article 2. Article 2. Donc juste après, on est libre et égaux en droit, même si Coluche disait aussi qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, d'accord? Coluche qui avait à peu près tout compris. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les droits naturels, c'est ce que nous ressentons de manière profonde depuis le premier jour où nous avons respiré et jusqu'au dernier jour où nous allons respirer. Nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de nous assumer pleinement, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de nous épanouir, nous avons besoin d'être heureux.
Bref, ce que l'on ressent, ça, c'est nos droits naturels. On a besoin de respirer, on a besoin de boire, on a besoin de s'alimenter, on a besoin de pouvoir se déplacer, d'être libre, de pouvoir nous aimer, parfois même de nous détester. Nous sommes des êtres de sentiments et d'émotions. Bref, c'est ce que nous sommes et ce sont nos droits naturels. Et donc évidemment, vous voyez bien que dans certains systèmes, ces droits naturels se heurtent à la privatisation d'un certain nombre de droits naturels. Et donc, pour éviter que ces droits naturels soient privatisés, nous soient retirés, parce qu'ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils nous sont irretirables, ils nous sont insupprimables, on ne peut pas nous les retirer, on ne peut pas et on ne doit pas nous les supprimer. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors Emmanuel Macron a dit très récemment, vous l'avez peut-être entendu, réveillez-vous, réveillez-vous, il a raison, il faut se réveiller. Emmanuel Macron a raison, il faut se réveiller. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie évidemment ce type de réveil intellectuel. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Vous remarquerez que la résistance à l'oppression est en dernier, que la sûreté, c'est-à-dire la sécurité, le fait de ne pas être agressé, d'être protégé, de pouvoir ne pas être violé, attaqué, tué, etc., assassiné dans la rue, est en troisième, que le premier c'est la liberté, et que le second tout de suite qui arrive c'est la propriété. Liberté et propriété sont évidemment indissociables parce que la propriété libère. Et je vous rappelle le contexte de cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ce contexte, c'est évidemment la libération. Lapsus révélateur. C'est la Révolution française. Et donc nous passons de l'ancien régime à la République. Et l'ancien régime, c'est quoi? C'est une monarchie et il n'y a pas de propriété pour les serfs, pour les esclaves, tous les gens réduits en servitude parce qu'ils ne peuvent pas être propriétaires de leurs terres, de leurs maisons, de leurs biens de production. Ça leur est tout simplement interdit. Ça leur est tellement interdit qu'une petite caste, les nobles de l'époque, on peut les aimer, on peut être royaliste, c'est un autre débat. On va prendre là une généralité. Les nobles de l'époque ont confisqué évidemment toute la propriété et donc ils ont capté toute la richesse et réduit le reste de la population, les 99%, en esclavage. Alors eux, ils héritaient leur fortune et leurs droits de propriété et vous devez scinder la notion de fortune avec la notion de droit de propriété. L'accumulation de richesse et de fortune n'est pas un problème. Ce qui est un problème, vous l'avez compris, c'est l'accumulation des droits de propriété. Quand vous avez 1% des gens qui ont capté 99% des droits de propriété, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est la propriété. Donc la propriété, c'est la capacité justement à faire de l'argent et surtout à réduire la liberté des autres, puisque pour pouvoir ne serait-ce que se loger ou acheter des choses, eh bien, vous ne pouvez plus être propriétaire de rien, vous êtes obligé de, à chaque fois, être dépendant de celui qui, évidemment, détient cette propriété. Et donc, la différence entre un monde, l'ancien régime, où il n'y avait pas de propriétaire, et ce nouveau régime, la République, où les droits imprescriptibles de l'homme sont la liberté et la propriété, eh bien c'est bien évidemment la possibilité pour tous de quoi? Eh bien d'être propriétaire de sa terre, de sa ferme, de son exploitation, de son troupeau de vaches, de son usine, de sa maison. Et donc ça change tout, y compris évidemment la création de richesse, puisque quand vous êtes réduit en servage, et que vous êtes le serf du seigneur, si vous pouvez tirer au flanc, vous allez tirer au flanc. Et le méchant seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Pour que vous ne tiriez pas au flanc, il vous fouette, il vous taxe, il vous tape. Bref, il se comporte comme un dictateur et donc, il vient détruire votre liberté pour vous soumettre. Liberté et propriété, ça se voit dans nos textes les plus essentiels, les plus fondamentaux et qui sont même nos textes fondateurs, sont deux idées consubstantielles, c'est-à-dire deux idées qui vont ensemble, qui sont indissociables. Il n'y a pas de liberté sans propriété et si on vous dit que vous ne posséderez rien et que vous serez heureux et que c'est bien, eh bien on vous ment.
parce que c'est évidemment tout l'inverse que disent les textes fondateurs, et c'est un immense drame que, hélas, nous ne les étudions plus, qu'ils ne soient plus enseignés à la plus grande majorité, mais à une infime minorité, bien évidemment. Alors justement, c'est ça le petit cadeau. Ça vient de sortir, c'est un petit ouvrage merveilleux. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est en fait une réédition d'un vieil ouvrage qui s'appelle L'État servile d'Hilaire Belloc. C'est un petit bouquin, c'est vraiment pas très gros, j'ai des petites mains donc vous voyez, c'est vraiment pas très gros, ça se lit très bien. Il y a une belle introduction et une belle préface et c'est très intéressant de lire ce texte, de le découvrir. Hilaire Belloc, c'est un écrivain franco-anglais. Il a été poète, journaliste, historien, homme politique, polémiste redoutable et il s'est opposé résolument aussi bien aux capitalistes monopolistiques qu'aux communistes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il définit, il propose, il évoque une troisième voie possible et c'est ça dont on va parler ensemble. On va parler de cette troisième voie possible qui est évidemment la mienne avec toutes les nuances possibles que l'on peut trouver dans cette troisième voie. Donc ici, on parle du courant distributionniste, pardon. Donc c'est tout ce qui est la distributivité, donc comment on distribue, comment on répartit, comment on crée les conditions de l'accès aux richesses pour tous. Et donc, il faut du travail, il faut de la formation, il faut de l'éducation, bien évidemment, parce qu'on ne devient pas riche juste en prenant aux riches et en répartissant la richesse qu'on aurait captée sous forme d'impôts. C'est le degré zéro de la vision politique et de l'organisation sociétale et de la sociologie. C'est le degré zéro, d'accord? Quand vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Une fois que vous avez taxé les riches, et alors? Bon, tout le monde aura dépensé, on fait quoi ensuite? Donc c'est le degré zéro, où on organise une société en organisant évidemment l'accès à la propriété et en garantissant les droits inaliénables des individus, des citoyens, à commencer par la liberté, la résistance à l'oppression, la sécurité, la sûreté et bien évidemment votre propriété. Peut-on garder sa dignité et son honneur dans un monde où rien ne vous appartiendrait? Si vous ne possédez plus rien, vous êtes dépendant sur tout, vous êtes obligé de supplier pour tout, et si vous êtes propriétaire de rien, vous vous retrouvez là, ici, à quatre pattes, à genoux, à mendier, à quémander l'aide de la grande multinationale, votre RSA, votre assistance médicale, votre assistance sociale, votre petite aide, bref, les miettes que le grand et le puissant du moment voudra bien vous laisser et vous donner pour mieux vous contrôler, vous posséder, vous diriger. Alors, évidemment, c'est une perspective orwellienne, vous pourrez faire pause et lire tout ça tranquillement. Hilaire Belloc, c'est quelqu'un, je reprends les dates exactes, c'est 1870-1953, d'accord, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hilaire Belloc? Eh bien, il remet la propriété au cœur de la liberté. Et ça, c'est très important. Propriété égale liberté. Et donc, il parle des principes du distributisme. Donc, les principes distributifs proposés par Hilaire Belloc dans l'État servile se fondent, philosophie économique qui prône une large distribution de la propriété et des moyens de production parmi la population. On n'apprend pas aux gens à être dépendants et à pas travailler, d'accord? On apprend aux gens à être propriétaires de leurs moyens de production pour être libres. Vous voyez bien que l'approche, elle est radicalement différente, évidemment. Et donc, ça se fonde sur la volonté d'émancipation de l'homme, mais par la propriété, par le travail, par l'autonomie. Et donc, évidemment, vous devenez pleinement vous-même dans un contexte comme celui-là. Vous n'êtes plus l'esclave du capitalisme prédateur ou l'esclave d'un État totalitaire comme dans le communisme, bien évidemment. Ce concept se distingue nettement du socialisme d'État et du capitalisme en ce sens qu'il favorise la propriété privée étendue plutôt que concentrée. C'est la différence entre tous propriétaires ou tous dépendants des monopoles ou des oligopoles des grandes multinationales mondialisées.
d'accord, qui sont la négation à peu près de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, d'accord, qui sont juste des monstres froids, avides d'argent, de pouvoir et qui sont des monstres prédateurs. Le distributisme défend une société d'artisans et de culture démontrée par une insistance sur les petites entreprises familiales. Je suis un profond et un fervent défenseur du capitalisme familial, ancré dans les territoires, dans les régions, dans les villes, dans les communes, où là vous avez une véritable responsabilité sociale qui est réelle et qui est directement en prise avec la réalité d'un terrain où chacun se connaît. Je te vois, tu me vois, je te connais, je te serre la main, je travaille avec toi tous les jours, je te croise dans la rue et nos enfants vont dans la même école. Et donc ce capitalisme familial, il est évidemment fondamental et il nécessite de pouvoir hériter des moyens et des biens de production, mais il nécessite aussi, évidemment, des lois antitrust qui sont vieilles comme le droit pour empêcher la création de gros monopoles, bien évidemment. C'est une philosophie économique de troisième voie entre le socialisme d'État et le capitalisme prédateur, celui que vous voyez bien évidemment à l'œuvre aujourd'hui, qui détruit le monde, qui détruit la planète, qui détruit le climat, qui détruit les hommes, qui détruit le lien social, qui détruit les sociétés, les cultures et les équilibres de tous et de chacun. C'est la réalité dramatique que nous vivons, bien entendu, aujourd'hui, et qui explique à quel point nous sommes tous malheureux, et que nous vivons, nous voyons, nous contemplons l'effondrement du monde dans lequel nous avons grandi, alors notamment pour ma génération avec les cheveux blancs, nous avons connu un autre monde. Et oui, c'était mieux avant, parce que ce que nous voyons, c'est quelque chose d'absolument effroyable, comme effondrement à peu près de toutes nos structures. Et oui, ce n'est pas un progrès, contrairement à ce que l'on essaye de nous faire croire en nous disant « vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux ». Non, c'est un piège absolument immense et c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis donc profondément capitaliste parce que je suis pour la liberté de créer, de posséder, ce droit inaliénable à l'homme, mais évidemment dans un cadre juste assurant la liberté de tous et de chacun. Alors, reprenons ces grands principes du distributisme portés par Hilaire Belloc et qu'on va évidemment, alors c'est un bouquin, 1870, 1952 ou 3, bon, donc il y a quelques anachronismes, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément adaptées, puis c'est un type, à la base, il est franco-anglais, donc si vous voulez, c'est très imprégné de la culture anglo-saxonne et de l'économie anglaise, de la révolution industrielle, qui sont des concepts dans lesquels nous, Français, on ne va pas vraiment se retrouver. Donc voilà, ça s'adapte, ça se discute, et je suis persuadé que vous pourrez avoir des débats passionnants et passionnés dans les commentaires en bas. Donc la propriété élargie, il faut que la majorité des gens puissent devenir propriétaires des moyens de production, la terre, les outils, etc., s'opposant à leur concentration entre les mains de quelques bureaucrates ou riches individus. C'est la technocrature européiste, d'accord? C'est évidemment quelques riches individus, le capitalisme mondialiste et mondialisé des quelques grandes multinationales qui évidemment viennent en confrontation directe avec nos droits, puisqu'elles essayent de faire le droit à leur avantage. C'est l'autosuffisance professionnelle, c'est une superbe notion. Il encourage les scénarios des individus tels que les fermiers, les plombiers, aujourd'hui on dirait les développeurs de logiciels par exemple, peuvent gagner leur vie en utilisant leurs propres ressources compétences sans dépendre de la propriété des autres. Oui, tous entrepreneurs, tous auto-entrepreneurs, tous libres, avec notre capital intellectuel et notre capacité, évidemment, non pas juste à vendre notre force de travail, mais à être propriétaire de nos moyens de production pour gagner notre vie et pour être pleinement émancipés. Le salariat, c'est bien souvent une forme moderne de l'esclavage. C'est d'ailleurs ce que disaient les communistes et les marxistes en disant « mais le salariat, c'est l'exploitation de la force du travail d'un individu par un méchant patron ». Et bien alors c'est quoi la négation de ça? C'est quoi le refus de ça? C'est l'exploitation non pas par un patron mais par l'État. Bon, et le stakhanovisme c'est quoi? C'est que vous travaillez pour l'État. Bon, ben si l'État il n'est pas gentil, vous travaillez également pour quelqu'un qui vous a servi. Et donc il faut travailler pour soi. Et travailler pour soi, c'est être patron, c'est être entrepreneur. Donc
une vraie ambition, c'est aussi celle qui porte l'idée de demain tous patrons, tous artisans de son propre travail et tous indépendants et pas dépendants d'un État ou du bon vouloir, effectivement, d'un patron, d'un chef d'État, d'un dirigeant ou d'un système, quel qu'il soit. La liberté est fondamentale, c'est le premier des droits imprescriptibles de l'homme, et donc nous devons prendre garde et comprendre que la création d'un système social permet d'assurer ou pas la liberté des hommes. Le retour aux guildes, bon ça c'était ce que j'évoquais en disant qu'il y avait des choses un peu anglo-saxonnes. Une réforme bancaire, ça c'est génial. Prône une réforme du système bancaire favorisant la création de banques coopératives plutôt que le modèle actuel basé sur le profit. Bien évidemment, les banques trop grosses pour faire faillite ne doivent pas exister, parce que si elles sont trop grosses pour faire faillite, ça veut dire qu'en fait, elles ont pris une taille qui est complètement disproportionnée, démesurée. Nous devons avoir des petites banques, et c'est parce que les banques sont petites qu'elles font réellement le rôle de banquier, c'est-à-dire que je prends les dépôts des uns pour les transformer en crédit pour les autres qui en ont besoin. Je suis implanté localement, donc je connais les gens, je connais les clients, je connais les risques. Je sais faire mon seul et vrai métier qui est de transformer, c'est la transformation, la banque, des dépôts des uns pour en faire les crédits pour les autres. Et c'est ça le vrai métier de banquier. Et regardez ce qui se passe avec les banques régionales aux États-Unis. Bien évidemment, elles ferment toutes. Elles sont toutes reprises par des énormes banques encore plus grosses et qui deviennent encore plus grosses et qui, elles, quand elles sont nationales, internationales, elles en ont strictement rien à faire. De la petite PME familiale, évidemment, de ma petite ville normande, au fin fond de ma Normandie, donc évidemment, je préfère un système bancaire de petites banques implanté localement, où tout le monde se connaît, où là encore, on a un lien direct, on se connaît, je te vois, tu me vois. Priorité à la famille. La famille est considérée comme l'unité sociale fondamentale et le système économique doit favoriser l'épanouissement familial. Le distributisme cherche à faire des familles plutôt que des individus. Les propriétaires des moyens de production, associez-vous, travaillez en famille, travaillez avec d'autres familles, travaillez à plusieurs familles. Et bien évidemment, ça se passe beaucoup mieux. C'est le principe de subsidiarité. Ce principe soutient que les fonctions doivent être gérées par la plus petite entité capable de les accomplir efficacement, favorisant ainsi le contrôle local des moyens de production. En clair, on arrête de légiférer d'en haut, on part toujours du bas. C'est le bas qui fait. Quand le bas n'est pas capable de faire, il demande l'aide du haut parce que tout seul, il n'y arrive pas, évidemment. Donc, on laisse de l'autonomie, le maximum d'autonomie aux gens en bas et on légifère le moins possible, on encadre le moins possible, on laisse faire les gens et on ne castre pas la volonté créatrice et la possibilité de faire et regarder toutes les normes qui nous étouffent complètement aujourd'hui. C'est la négation de ce principe de subsidiarité. C'est le cas et pour l'Europe, bien évidemment, et ces centaines de directives européennes qui nous déboulent dessus chaque année. Regardez la dernière sur la boîte de camembert, c'est insupportable. Et pour les Normands que nous sommes, c'est un casus belli. Que dis-je? Quelque chose qui va nous permettre de demander l'indépendance définitive de la Normandie réunifiée. Je plaisante. Quoique, pour justement sortir de l'Union européenne, de l'Europe et de la République française, c'est une blague. Mais vous voyez l'idée ? L'idée, c'est évidemment l'autonomie maximale laissée aux gens, le moins d'entraves possible. Ça ne veut pas dire pas de règles, ça ne veut pas dire l'anarchie, ça ne veut pas dire le laisser-aller, ça veut dire simplement laissons les gens être libres et décider par eux-mêmes ce qui est le plus approprié pour eux. Nous sommes les mieux placés pour savoir ce que nous avons envie de faire et de ce qui est bon pour nous. Une société d'artisans. J'en ai parlé, l'opposition à la sécurité sociale centralisée, le distributisme se montre critique, ça ne veut pas dire contre, ça veut dire critique envers les mécanismes de sécurité sociale centralisés, les considérant comme contribuant à la dépendance envers l'État. C'est exactement ce que je pense, donc j'ai une vision très
nuancée de la sécurité sociale au sens large. Il faut évidemment une sécurité sociale, on est tous d'accord, mais il faut que son périmètre soit clairement défini. Et moi, ma définition de ce périmètre, c'est que la sécurité sociale, la solidarité nationale, n'a pas à financer la cuite de la veille de M. Dupont ou de M. Dugenoux qui a décidé d'aller se mettre minable pour les raisons qui lui sont propres et qu'il a mal à la tête pendant 3 jours. C'est son problème, c'est pas le mien, j'ai pas à financer ça. En revanche, nous savons tous, vous comme moi, que nous pouvons être malades gravement, que nous pouvons mettre un genou chuter et que cela peut nécessiter des soins qu'on est incapable, vous et moi évidemment, de financer. Et donc il y a ce qu'on appelle les risques majeurs, le cancer, le pontage, triple pontage cardiaque, etc. On est bien d'accord, ça coûte très cher, on ne peut pas s'assurer là-dessus, et donc ça c'est la collectivité nationale qui le prend, c'est la juste solidarité nationale, et je pense qu'on est tous d'accord pour payer des impôts dans un contexte pareil. Mais là aussi, il faut se poser la question de qu'est-ce que la sécurité sociale au sens large, quelle est la différence entre l'entraide et l'assistanat. C'est une question dont on ne doit pas faire l'économie et dont on fait l'économie. L'entraide, ce n'est pas filer des tickets cadeaux pour Noël pour que les pauvres ou les moins riches puissent faire des cadeaux à Noël à leurs gosses. Ce n'est pas ça la solidarité, ça c'est de l'assistanat, et ces cadeaux ils sont pas payés par personne, ils sont payés par l'argent qu'on a pris à des gens qui ont payé des impôts, qui ont travaillé, qui ont cotisé. Alors, vous avez compris, j'espère, que le projet de Schwab, l'homme des hommes de Davos, c'est à peu près l'inverse du projet distributiste dont vous pourrez avoir vraiment un des textes fondateurs dans cet ouvrage qui vient d'être c'est quasiment, oui, c'est une réédition et que vous pouvez vous procurer. Vous aurez le lien évidemment dans la description. C'est l'inverse. La conclusion, c'est que les uns proposent quoi? Eh bien, les uns proposent que vous ne possédiez plus rien en étant locataire de tout et dépendant du salaire de subsistance, comme disent les communistes et les marxistes, ou d'aide qu'ils voudront bien vous donner. Le revenu universel, c'est pas une bonne chose, c'est la dépendance totale. Et si t'es pas sage, ton revenu universel, je te le supprime. Et pour être éligible au revenu universel, c'est pas un problème. Tu as ton QR code et tu as ton crédit carbone et puis tu as ton pass, non pas sanitaire, enfin qui peut être sanitaire, mais qui peut être aussi ton contrôle social. Est-ce que tu as été bien obéissant ou pas? Si tu as été bien obéissant à tes maîtres, alors tu auras droit à ta soulte, à ta rente, à ton revenu universel. Mais si tu n'obéis pas, ou un petit peu moins, ou pas assez, eh ben on te retire un peu, beaucoup, passionnément, voire pas du tout. Et bon, vous avez un système évidemment qui préfigure ça, vous allez voir ce qui se passe en Chine, et vous avez à peu près votre réponse. Les uns proposent la structuration de la société via la famille, comme unité d'organisation de base de la société. Les autres, l'individualisme et la déstructuration de toutes les cellules familiales. Je suis évidemment pour la famille. La famille, c'est la première des solidarités, c'est le premier endroit où l'on peut s'aimer, normalement sans limite et sans attendre de contrepartie. La famille, c'est la première des solidarités, la famille, c'est la première des sécurités sociales. On s'entraide entre nous. Alors évidemment, vous avez plein de familles dysfonctionnelles, c'est pas le souci. Mais quand la famille devient importante dans la société, je peux vous assurer que la famille devient aussi souvent plus fonctionnelle. Là, aujourd'hui, on détruit la famille et honnêtement, plus on détruit la famille, plus vous voyez bien le bazar qu'il y a dans la société. Cette déstructuration, nous la voyons, nous la visualisons et objectivement, elle n'est évidemment pas un progrès. Les uns proposent une propriété élargie et accessible à tous et de favoriser le capitalisme des petites entreprises et des entrepreneurs. Aujourd'hui, on augmente les impôts, les taxes, et puis évidemment, on fait exploser les factures de gaz et d'énergie. Les petits entrepreneurs ferment par milliers, les petites boulangeries ferment par milliers, les petits artisans ne peuvent plus payer le fonctionnement de leur four, de leur cuisine. Le capitalisme familial, les autres imposent un capitalisme des multinationales, des oligopoles et des monopoles, un capitalisme, vous l'avez compris, qui est un capitalisme financier et qui est un capitalisme de la prédation. Et c'est ce capitalisme que beaucoup parmi vous n'aiment pas. Mais ce n'est pas le capitalisme, c'est la prédation.
que vous n'aimez pas. Il ne faut pas se confondre, c'est un dévoiement profond de nos institutions et de la manière dont nous avions conçu nos textes. Et je vous renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Bien évidemment, la propriété privée est la base. Les uns proposent la subsidiarité, l'indépendance et l'autonomie au niveau locaux et individuel plutôt que la centralisation étatique absolue où tout est décidé en haut et imposé en bas. Les uns proposent des banques coopératives implantées localement au service de leur communauté. Les autres nous construisent un monde de banques trop grosses pour faire faillite où évidemment les profits sont privatisés et où les pertes sont socialisées et où c'est nous qui payons les pertes quand il y en a, mais où c'est eux qui encaissent les gains quand il y en a, et ils sont évidemment beaucoup plus nombreux. Bref, le capitalisme, c'est juste cette idée que la propriété privée libère, et c'est la liberté d'être, la liberté d'entreprendre, la liberté de posséder. Ce n'est pas le système évidemment dans lequel nous sommes, qui est un système dévoyé et qui n'est qu'une dictature comme les autres, qui est en train, sous vos yeux, ébahis, ahuris, de se développer et de vous grignoter miette à miette et petit à petit chacune de vos libertés. C'est la dictature des multinationales et du capitalisme mondialisé de la prédation. C'est ça que nous vivons aujourd'hui et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et c'est ça que ce livre permet de comprendre. Et il permet de comprendre qu'il y a des alternatives. C'est donc justement le moment d'acheter cet ouvrage. Vous ne posséderez rien. L'État servile d'Hilaire Belloc. Parce que c'est les fêtes, il va falloir faire des cadeaux et que surtout, il faut faire passer ces idées, les développer. Non pas que vous deviez y adhérer, et vous connaissez, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez penser. Je me permets juste de vous dire modestement, nous devons tous penser, et si nous pensons tous beaucoup, alors nous serons tous plus libres, parce que si nous ne pensons pas à leur place, eux penseront à notre place. Et si nous ne saisissons pas de la chose politique, alors la chose politique se saisit de nous. Être libre, c'est savoir, c'est comprendre. C'est savoir quand on se fait carabistouiller, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, ce n'est pas possible. C'est antinomique et c'est un mensonge, c'est une manipulation. La liberté naît de la propriété et la liberté sont consubstantielles. Ceux qui vous disent vous ne posséderez rien et vous serez heureux vous mentent, ils vous emmènent évidemment vers le pire des scénarios. C'était ça que je voulais vous dire. Vous ne posséderez rien et vous serez malheureux. Ne luttez pas contre la propriété, défendez la propriété. Ne luttez pas contre les inégalités, mais protestons contre les injustices, parce que les mots ont un sens, les concepts et les idées sont profondes. Et il y a des alternatives. Et quand on vous explique que vous ne posséderez rien, vous serez heureux, mais c'est pour sauver le climat, non, c'est pas vrai, le climat est utilisé comme une arme de propagande. Non pas parce qu'il n'y a pas de vrais problèmes, il y a de vrais problèmes, tel n'est pas le sujet. Mais comment on les règle? En vous rendant locataire de tout et en vous soumettant? Ou en vous laissant être propriétaire? En faisant un capitalisme de production locale, en circuit court, par des entreprises familiales, avec de la qualité? Ou de la production de masse, venant de Chine, avec des bilans carbone désastreux? Et on vous explique que vous êtes le problème? Que si vous mangez de la viande, vous allez tuer le climat. Mais le problème n'est pas là. C'est un problème de production de masse, de capitalisme de prédation. Et donc, bien évidemment, il y a des alternatives. Le distributisme en est une, je le mets dans le bon sens, et nous avons des alternatives, bien évidemment, qui sont socialement beaucoup plus justes, économiquement beaucoup plus efficientes et climatiquement parlant qui vont apporter des réponses sans promettre la misère et le contrôle à tous. Soyez libres, soyez propriétaires, refusez le fait d'être contrôlé, réfléchissez, achetez ce livre, faites passer cette vidéo, engagez-vous pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Alors effectivement, ça peut nécessiter de lire un bouquin de temps en temps, mais c'est sympa. Pour la petite histoire, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des citations de ces livres.
Et en fait, ChatGPT, vous savez ce qu'il m'a dit? ChatGPT m'a répondu, je ne peux pas répondre à ta question parce que ce livre, je n'y ai pas accès, il n'existe pas sur Internet. Je te propose donc d'aller dans une bibliothèque pour le lire. Pour vous le dire autrement, et vous pourrez faire l'expérience, demander à ChatGPT de vous donner des citations et il vous dira je ne peux pas parce que je ne peux pas lire ce livre. ChatGPT a le savoir entier quasiment de l'humanité, mais il n'a pas le distributisme, il n'a pas Hilaire Belloc, il n'a pas l'état servile. Je ne vous dirai pas, on nous cache tout, on nous dit rien, mais enfin, je n'en pense pas moins. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, surtout, vous la partagez massivement. Commandez ce bouquin pour ceux qui en ont envie. Il vaut le coup, il vaut le détour, ça fera un super cadeau de Noël. Partagez-le, ça ne sera pas vous qui l'aurez dit. Ça permet de faire avancer des idées. Ces idées, elles sont fondamentales parce qu'elles touchent à l'organisation sociétale. Et la société, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Et c'est à nous de la faire. Et pas qu'à eux de nous l'imposer. Vous ne posséderez rien, vous ne serez pas heureux. Alors ensemble, défendons la propriété. Achetez ce bouquin, passez cette vidéo. Et évidemment, mettez des pouces, des commentaires. Passez-la au plus grand nombre. Rendez-la virale. Passez une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT du grenier. J'étais peut-être un petit peu long et un petit peu vif, mais c'est un sujet qui est très très important. Liberté, propriété, égalité, injustice, capitalisme, communisme. Ne vous faites pas avoir. Vous ne posséderez rien, et si c'est le cas, on sera tous très malheureux. Je veux que vous soyez propriétaire pour que je puisse être libre. Je veux que vous soyez propriétaire pour que je puisse être libre. Merci les amis, prenez soin de vous.